des importations-exportations. Là, et donc là, bon, j'avais reporté un certain nombre d'ouvrages pour ceux qui seraient intéressés, les étudiants et aussi chercheurs et autres. Il y a les Seven Deadly Innocent Foods of Economic Policy, qui est un peu le livre référence MMT, hein, de Warren Mosler. Modern Money Theory de Randall Way. Il y a le manuel Macroeconomics. Et donc, il y a deux livres qui viennent de publier, le déficit, le mythe du déficit et aussi la garantie d'emploi, donc par Pavlina Tcherneva. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la MMT en 2017, hein, dans le cadre. OK. C'est bon? Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la MMT en 2017 dans le cadre de mes recherches sur le franc CFA. Et donc, c'est une collègue du bureau de Tunis qui m'a mis la puce à l'oreille par rapport à la théorie monétaire moderne, MMT. Et donc, une approche qui m'a beaucoup ce qu'a été le colonialisme d'un point de vue économique. Et donc, des réseaux sociaux, conférences bénéfiques pour les populations. Donc là, je pense que la connexion n'était pas bonne, il faut que je recommence. OK. Et donc, pour aller rapidement, j'ai un plan en trois parties. Donc, ces trois parties peuvent être vues comme des thèses, hein, en fait. La première thèse, c'est que la MMT est un cadre analytique, en fait, le meilleur cadre analytique qui nous permet de rendre compte des dimensions monétaires et fiscales du colonialisme. La deuxième thèse, c'est que la MMT, en fait, comme cadre analytique, permet de chasser le mythe du déficit d'épargne et de clarifier les implications des différentes options de développement. Et enfin, la MMT, comme guide de la politique économique, en fait, développe, en fait, articule un programme de mobilisation de ressources domestiques vers le développement. Je ne sais pas si ça va. Bon, est-ce que ceux qui sont en ligne m'entendent? Okay. Et donc, par rapport au premier point, souvent on dit que la MMT n'est pas applicable aux pays en voie de développement. En fait, ma thèse, c'est que du point de vue de l'analyse économique, historique, il n'y a pas de meilleur paradigme pour rendre compte de la dimension monétaire et fiscale du colonialisme. Et là, vous avez une citation d'un économiste américain, ça n'apparaît pas sur l'écran, qui s'appelle Iman Minsky. C'est l'un des économistes les plus importants de l'après-Seconde Guerre mondiale, même s'il n'est pas très bien connu. Et donc, Iman Minsky est connu pour en fait, son hypothèse d'instabilité financière. Donc, la plupart des économistes qui ont anticipé la crise financière de 2007-2008 se sont basés d'une certaine manière sur ces travaux. Et donc, il avait l'habitude de dire, en fait, quelque chose sous forme de boutade, c'est que tout un chacun peut créer la monnaie, mais le problème est de la faire accepter. Donc, je peux avoir mon bout de papier comme monnaie, mais la difficulté que je peux avoir, c'est comment vous faire accepter mon bout de papier. Et donc, l'histoire du colonialisme nous montre en fait, comment on peut faire accepter un bout de papier. C'est ce que les anthropologues ont appelé la transition monétaire. Remplacement, destruction des monnaies coloniales. Et on est défini par la forme occidentale française, donc qui est une technologie territoriale et coloniale.
colonisés par l'administration coloniale ont fait l'importation des courriers et du paiement des impôts coloniaux en Corée en 1907. Les courriers étaient un tout simplement leur initiative économique. Bon, est-ce que tu peux me partager d'écran? Oui. Et la vidéo ne peut même pas être... le son. Oui, donc je vais couper la vidéo, peut-être que ce sera mieux pour le... Et donc, c'est ça. Donc, pourquoi les administrations coloniales tenaient à imposer leur devise? Et en fait, bon, c'était pour réorienter les structures de production, de consommation et d'échange dans le sens de l'économie coloniale. Et donc, qui disait qu'en Afrique, la circulation des devises coloniales a été favorisée par l'introduction de taxes. Le paiement des salaires ont été un moyen pour les impôts et taxes pour restructurer les économies africaines avant la colonisation, dans un sens d'extraversion qui correspond aux besoins de l'économie coloniale. Et donc, dans la MMT, il y a ce principe qui dit que tax drives money, pour dire que les impôts actionnent la monnaie. C'est-à-dire que quand le souverain dépense sa devise, en fait, le but du souverain n'est pas de financer sa dépense parce qu'il peut toujours créer sa propre devise. Mais en imposant l'acceptation de sa devise, le souverain cherche à capter, disons, des ressources et du travail. Parce que vous ne pouvez payer des impôts que dans l'unité de compte du souverain. Et le souverain a le monopole de son unité de compte. Et donc, c'est pourquoi Matthews Forstater, qui est aussi un économiste MMT connu, disait que les administrations coloniales n'avaient pas besoin de la devise coloniale détenue par les Africains. Ce dont ils avaient besoin, c'était que la population africaine ait besoin de cette devise, et c'était le but des impôts directs. Et Robert a donné la taxe sur les huttes, la taxe par capitation. C'était ça le but. Ce n'était pas de financer la dépense publique, mais d'obliger les Africains à travailler dans les secteurs voulus par l'économie coloniale. Et donc, les impôts, dans la MMT, on dit que les impôts actionnent la monnaie, la devise. Mais les impôts ont aussi actionné la migration. Et là, dans les travaux de Samir Amin, qui ont été conduits par Samir Amin, on pouvait voir cela. Et Samir Amin, il disait que dans les régions de l'intérieur, en Afrique de l'Ouest, comme par exemple Niger, Burkina, peu est mal desservi par un réseau de transport tardif, où l'administration se garde de donner aux paysans les moyens d'intensifier leur agriculture. L'imposition en numéraire a rempli une fonction historique, celle de chasser les paysans vers la côte. Donc ça a été un rôle historique des impôts dans l'unité de compte coloniale. Et donc, tout à l'heure, on parlait du Ghana, et donc les Armands partaient à Koumassi comme ils partaient à la guerre. Mais ils n'émigrent pas parce qu'ils ont un tempérament aventurier. Ça, ce sont les explications des sociologues sur la culture, etc. Ils ont un tempérament aventurier. Mais en fait, ils émigraient parce que le système colonial exigeait du numéraire. Et donc, c'était ça, en fait, la fonction des impôts. C'est-à-dire, on vous dit, vous devez payer des impôts dans notre propre monnaie, dans notre propre devise. Et donc, il faut aller chercher
la devise là où il y a des activités économiques, là où le souverain est prêt à dépenser. Donc, vous voyez bien qu'en fait, d'un point de vue logique et historique, on émet d'abord la monnaie avant de pouvoir payer les impôts. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et Robert l'a également abordé, c'est que quand on crée des impôts, automatiquement, on crée du chômage. Quand on prélève des impôts sur les populations, sur l'économie, on crée du chômage. Et ça, c'est une, disons, perspective qui est unique à la MMT, à ce qu'on appelle l'approche chartaliste. Elle permet de rendre compte de la genèse du chômage et du sous-emploi dans les colonies. Le chômage n'existe que dans les économies capitalistes. Dans les économies précoloniales, c'est des économies d'autosubsistance communautaire, et donc tout était géré en interne, et donc il n'y avait pas de chômage. Mais avec la colonisation, le colonialisme, le chômage apparaît comme la conséquence d'un processus de prolétarisation. C'est-à-dire, on arrache les paysans à leurs terres et aussi on demande aux travailleurs, disons, de devenir de la main-d'œuvre salariée parce qu'ils doivent payer des impôts. Et donc, le chômage apparaît dans ce contexte-là de prolétarisation, mais aussi dans un contexte de dislocation des économies de subsistance parce que maintenant, il y a le règne de la devise coloniale. Et aussi, un contexte de désindustrialisation, parce que, bon, on le sait, dans le cadre du colonialisme, il fallait que les colonies soient disons, des marchés captifs pour les produits coloniaux. Donc, on a détruit les capacités productives sur place pour permettre les importations qui viennent depuis la métropole. Et donc, tout ça a été un contexte pour favoriser la production du chômage. Et donc, pour la MMT, en fait, le chômage, c'est une demande insatisfaite d'emploi rémunéré dans l'unité de compte de l'État. Ça veut dire que vous êtes dans une économie monétaire, c'est-à-dire pour accéder aux biens et aux services, vous devez avoir accès à la devise du souverain. Et donc, si le souverain ne dépense pas autant qu'il faut de sa propre devise, donc il y a des gens qui vont se trouver, qui voudront avoir accès à un emploi qui leur permettra d'avoir accès à la devise et qui ne pourront pas. Et donc, si le secteur privé n'a pas objectivement la capacité de créer d'une certaine manière ces emplois rémunérés, donc la seule manière d'éliminer le chômage, c'est que le souverain monétaire s'engage à donner un emploi à tous ceux qui le souhaitent pour un niveau de rémunération donné. C'est ce qu'on appelle la garantie d'emploi. Mais ceci, c'est un point très important de la MMT et qui n'est malheureusement pas compris. C'est-à-dire que même les économies les plus dynamiques ne peuvent pas, disons, réaliser le plein emploi. La seule manière de réaliser le plein emploi, c'est un programme de garantie d'emploi. Donc, les impôts créent du chômage. Et donc, dans le système colonial, on pouvait comprendre que, bon, le but, ce n'était pas d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et ce n'était pas de réaliser le plein emploi. D'où le recours au travail forcé et au travail en nature. Et donc, ce qui est aussi important, c'est que la MMT nous permet de comprendre les implications, disons, des finances publiques, la manière dont c'était conduit durant la période coloniale. En fait, le projet colonial devait s'autofinancer, c'est-à-dire que les populations soumises devaient financer le projet colonial, y compris les coûts de la conquête, à travers les impôts et le travail français. Les métropoles ne devaient apporter que des appuis budgétaires ponctuels aux administrations coloniales. Et les administrations coloniales étaient censées avoir des budgets équilibrés. Nous tous, nous avons tendance à croire qu'avoir un budget équilibré, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, c'est ce qu'on a appelé au 19e siècle, en fait, la Gladstonian Finance. C'est les historiens qui l'appellent comme ça, parce qu'il y a un parlementaire britannique qui disait ça. Allez-y pour le colonialisme, mais la métropole ne donnera rien. Il faut que ça s'autofinance. Et donc, si vous prenez le cas français, entre 1844 et 1957, le gouvernement français n'a consacré en moyenne que 0,29% de ses dépenses publiques à l'AOF, Afrique occidentale française. Donc, la conquête et pacification, entre guillemets, et les dépenses de fonctionnement des administrations coloniales ont représenté plus de 80% de ces subsides. Et donc, entre 1907 et 1957, ces subsides ont représenté en moins 2% des revenus publics de l'AOF. Donc, le colonialisme est vraiment un exemple important. Parce que si on demande comment le colonialisme a été financé, mais la réponse est les Africains eux-mêmes à travers les ressources réelles. Mais maintenant qu'on est dans une période post-coloniale, les gens se demandent bon, comment on peut financer ceci ou cela. Mais la question du financement, ce n'est pas la question la plus importante. La question la plus importante toujours, c'est celle des ressources. Donc, le colonialisme a été, disons, une entreprise de mobilisation des ressources dans une perspective bien déterminée. Et la MMT permet de comprendre cela.
Et donc, une autre implication, en fait, de la manière dont les finances publiques étaient gérées pendant la période coloniale, c'est-à-dire les budgets équilibrés, ce que le FMI veut, ce que la CEDEAO veut, les critères de convergence, tout ça. C'est-à-dire que quand le gouvernement a un budget équilibré, c'est-à-dire que ses dépenses sont égales à ses revenus, Robert l'a montré dans sa présentation, c'est que ce gouvernement ne crée pas d'actifs financiers nets. Ce gouvernement ne crée pas de richesses financières nettes pour le secteur non gouvernemental. Ça, il faut le comprendre. Donc, le déficit du gouvernement, c'est l'épargne du secteur privé. Donc, quand le gouvernement dit « moi, je veux être à l'équilibre », donc ça veut dire que le gouvernement dit au secteur privé « la source, disons, d'accumulation de richesses financières nettes ne viendra pas de chez moi ». Et donc, l'implication de cela, parce que c'était ça, en fait, le colonialisme d'un point de vue budgétaire. Donc, c'était que le secteur privé ne pouvait pas accumuler des richesses financières nettes. La seule manière d'accumuler des richesses financières nettes, c'était, disons, d'avoir des surplus extérieurs. C'est-à-dire, par exemple, d'exporter et d'obtenir des recettes d'exportation en termes nets. Et donc, la deuxième implication, c'était que l'absence de déficit public sur le plan financier avait pour contrepartie l'existence de nombreux déficits, entre guillemets, sur le plan réel. Comme l'État ne dépensait pas plus qu'il ne recevait d'impôts pour satisfaire les besoins sociaux, par exemple, pour l'éducation, pour le développement des capacités productives, etc. Donc, il en a résulté sous-développement, capacité politique, chômage, sous-emploi, famine. Et donc, c'était ça le colonialisme d'un point de vue budgétaire. Et actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire avec tous ces critères de convergence, etc., défendus par le FMI, la BCEAO, la CEDEAO, etc. Donc, ça, c'est le logiciel néolibéral. Mais le logiciel néolibéral, c'est la Glass-Steagall Finance. C'est toujours le colonialisme. Et donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la MMT permet de chasser le mythe du déficit d'épargne et de clarifier les implications des différentes options de développement. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un système de monnaie fiduciaire. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, bon, on était dans un système d'étalons de change or. C'est-à-dire que toutes les monnaies étaient fixées au dollar américain et le dollar américain était la seule monnaie qui pouvait être convertie en or. Après, on a mis fin à ce système. Donc, toutes les monnaies majeures flottent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie. Ces monnaies ne sont pas adossées en métal. Donc, ces monnaies sont créées voilà, de manière électronique. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de limitation, par exemple. Parce que quand vous fixez votre monnaie à l'or, donc l'émission monétaire va dépendre de vos stocks d'or. Mais on n'est plus dans ce système. Et donc, quand vous êtes dans un système de monnaie fiduciaire où votre monnaie n'est pas fixée en métal, le concept d'espace fiscal, c'est-à-dire les possibilités fiscales du gouvernement, prennent un tout autre sens. Et ça a été très bien dit par Mitchell, qui est aussi un économiste, Bill Mitchell, australien. C'est que quand vous êtes dans un système de monnaie fiduciaire, le gouvernement qui émet une devise souveraine n'a pas de contraintes financières intrinsèques. Vous n'avez pas de limite financière. La seule limite que vous avez, c'est une limite d'inflation. C'est-à-dire, si vous créez trop de monnaie et que cette devise, en fait, n'est pas justifiée par les capacités productives, vous allez avoir l'inflation. Mais d'un strict point de vue, disons, technique, vous n'avez pas de contraintes financières dans votre propre devise. Aucune contrainte financière. Donc, la capacité à mobiliser des ressources financières dépend pour l'essentiel des ressources réelles disponibles localement ou pouvant être développées localement. Quand on dit ressources réelles, on les distingue des ressources financières. Les ressources réelles, c'est la terre, la main-d'œuvre, les équipements, les technologies, l'expertise. C'est ça les ressources réelles. Quand vous avez les ressources réelles, vous n'avez pas de contraintes financières dans votre propre monnaie. Ça, c'est un principe important qu'il faut comprendre. Et donc, comme Robert aussi l'a dit, et aussi Ivan, c'est qu'un gouvernement qui a une devise souveraine peut acheter tout ce qui se vend dans sa propre devise, y compris la main-d'œuvre qui est inemployée. Tout ce qui se vend dans sa propre monnaie, il peut l'acheter parce qu'il a cette capacité illimitée. Donc, il ne peut être insolvable dans sa propre devise. Et ce gouvernement également détermine lui-même les taux d'intérêt auxquels, entre guillemets, il emprunte parce qu'il est souverain. Ça, il faut le comprendre. Et donc, le principe, ça a été aussi rappelé par Ivan et Robert, c'est que tout ce qui est faisable localement d'un point de vue technico-matériel peut être financé en monnaie locale. Ça, il faut le retenir. Tout ce qui est faisable localement d'un point de vue technico-matériel peut être financé en monnaie locale. Et donc, partant de cette observation, parce que ce n'est pas de la théorie, c'est une observation factuelle, la MMT rejette les fondements monétaires et fiscaux des politiques qui sont généralement recommandées aux pays en développement.
généralement, en fait, depuis que l'industrie du développement est née, disons après la Deuxième Guerre mondiale, l'hypothèse de base est que les pays en développement manquent d'argent, manquent de ressources, la collecte fiscale n'est pas très élevée et il n'y a pas assez d'épargne parce que les populations sont pauvres. Donc, comme vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas financer l'investissement à long terme. Donc, c'est ça. Et donc, comme vous ne pouvez pas financer l'investissement parce que vous n'avez pas d'épargne, vous ne collectez pas assez de recettes fiscales. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous avez deux options. La première option, c'est d'affamer vos populations, c'est-à-dire qu'il faut serrer la ceinture pour pouvoir avoir l'épargne préalable pour financer l'investissement. Ou la deuxième option, qui est peut-être plus réaliste, attirer des capitaux étrangers. Donc, généralement, l'industrie du développement, ça veut dire ça, essayons d'attirer des capitaux étrangers. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde qui manque d'argent. Tous les pays émetteurs de leur propre devise ne manquent pas d'argent, ils ne souffrent pas de déficit d'épargne. Et Randall Way, en fait, le dit clairement, en fait, la monnaie de crédit, c'est-à-dire la crédit, c'est la devise, en fait, les moyens de paiement qui sont créés ex nihilo par le système bancaire. La monnaie de crédit est l'élément clé qui libère l'investissement de l'épargne et qui rend l'accumulation du capital possible. Ça veut dire qu'on peut toujours, le système bancaire peut toujours créer des moyens de paiement pour financer, disons, des projets porteurs. Et l'État aussi, qui a sa propre devise, qui est émetteur souverain de sa propre devise, peut toujours créer sa propre devise pour financer des projets porteurs. Donc, il n'y a pas de contrainte d'épargne. Et cette contrainte d'épargne, également, cet argument avait été aussi rejeté par la théorie de la dépendance, mais pour d'autres raisons. Et donc, par exemple, vous ne pouvez pas comprendre le développement du Japon et même le développement de l'Allemagne de l'Ouest après 1945 si vous ne comprenez pas ce point-là. L'investissement ne peut jamais être contraint par l'épargne. Au contraire, c'est l'investissement qui crée l'épargne. Parce qu'une fois qu'on investit, on augmente les revenus. Et donc, la partie des revenus qui n'est pas consommée, c'est l'épargne. Donc, c'est l'investissement qui augmente l'épargne. Donc, l'épargne ne peut jamais être une contrainte. Et donc, voilà. Donc, la MMT rejette le point de vue du déficit d'épargne et aussi, d'une certaine manière, elle rejette férocement l'option de l'austérité. C'est-à-dire qu'il faut serrer la ceinture pour pouvoir dégager une épargne pour financer l'investissement. Ça, c'est l'austérité. La MMT rejette cela. Et la MMT aussi dit que le recours à la finance internationale n'est pas toujours nécessaire. Parce que pour tous les projets que vous pouvez, en fait, pour lesquels les ressources réelles sont disponibles sur place, vous n'avez besoin d'aucun dollar de l'extérieur. Donc, le recours à la finance internationale n'est pas toujours justifié. Donc, c'est à éviter, surtout l'endettement souverain en monnaie étrangère, c'est à éviter à la mesure du possible. Et donc, la MMT permet de clarifier les options de développement. Donc, ça aussi, c'est des choses arithmétiques. Donc, il n'y a pas de, disons, de controverse possible. Donc, le déficit du gouvernement, ça aussi, ça a été rappelé par Robert Aiva, ne réduit pas l'épargne nationale. Contrairement à ce que pensent les économistes, disons, conventionnels, bon, qui sont dans un, bon, qui raisonnent avec ce qu'on appelle le loanable fund model. Il y a une épargne fixe, et donc si l'État fait un déficit, donc l'État pioche sur l'épargne qui est accessible, privée, accessible au secteur privé. Mais non, ce n'est pas le cas. D'un point de vue comptable, le déficit du gouvernement, au contraire, augmente les actifs financiers du secteur non gouvernemental. Et donc, si vous regardez bien, il y a une formule toute simple. Le solde financier du secteur gouvernemental plus le solde financier du secteur non gouvernemental est égal à 0. Donc, si l'État a moins 3 de déficit, moins 3% du PIB, le secteur non gouvernemental a un surplus de plus 3. Donc, si vous voulez que l'État ait plus 3, il faut que le secteur privé ait moins 3. Et ça, c'est pas un scénario désirable. Donc, le secteur privé, le secteur non gouvernemental, pardon, on peut le décomposer en deux secteurs. Le secteur privé et le secteur extérieur. Donc, les relations avec l'extérieur. Donc, généralement, c'est le compte courant. Et donc, le solde financier du secteur gouvernemental, plus le solde financier du secteur privé, plus le solde financier du secteur extérieur est égal à 0. Ça, c'est une contrainte que doit respecter tout modèle macroéconomique qui va être cohérent. Donc, ça ne sert à rien de dire que bon, l'État doit toujours avoir un déficit qui est inférieur à 3%. Ça ne sert à rien de le dire. Parce que tout dépend des objectifs qu'on souhaite atteindre. Donc, ça, il faut le comprendre. Le déficit de l'État augmente la richesse financière du secteur non gouvernemental. Et donc, quand on parle de l'observation que les déficits financiers du secteur privé ne sont pas soutenables,
En fait, si vous voyez bien, toutes les grandes crises financières du capitalisme ont été des périodes d'excédent budgétaire, voire d'équilibre budgétaire. Si vous regardez bien, toutes les grandes crises du capitalisme, les gens croient que, bon, c'est un État qui gère bien, c'est comme un père de famille, donc, bon, il essaie de tout faire pour dégager une épargne, etc. Quand vous faites cela, généralement, ce qui se passe, c'est que le secteur privé est en déficit. Et quand le secteur privé est en déficit, bon, c'est l'endettement des ménages qui augmente. Et à un moment donné, bon, l'endettement ne peut pas être soutenable sur le long terme. Et donc, tout le temps, il faudra qu'il y ait une crise. Et donc, c'est pourquoi vous voyez à chaque fois que les grandes crises du capitalisme ont été précédées de périodes, disons, d'excédent budgétaire de l'État. Et donc, si on parle de l'observation que les déficits du secteur privé ne sont pas soutenables, donc si par exemple le FMI vous dit que vous devez avoir un budget à l'équilibre, et donc l'implication, ça va être que, bon, vous devez essayer de dégager des excédents permanents, des excédents extérieurs permanents. C'est-à-dire, à chaque fois, vous devez avoir disons, une balance courante excédentaire, donc des exportations supérieures aux importations. Mais ça, c'est une option improbable parce que les pays africains, généralement, exportent des produits primaires dont on sait que les coûts sont très volatiles et eux-mêmes ne les déterminent pas. Et l'autre chose également, c'est que, Ivan l'a rappelé, exporter vers l'extérieur, c'est exporter des ressources. Vous exportez votre uranium, votre cacao, etc. Donc, vous faites travailler des gens et vous leur faites exporter des choses. Donc, quand vous exportez de votre cacao, vous avez 1 million d'euros, ça reste dans une banque européenne, mais bon, c'est 1 million d'euros, vous ne les utilisez pas. Donc, c'est des ressources que vous transférez vers l'extérieur. Donc, chercher coûte que coûte à avoir disons, un surplus commercial, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc, vous transférez net des ressources vers l'extérieur. Ça, il faut le comprendre. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que tous les pays ne peuvent pas être en situation d'excédent commercial. C'est comme tout le monde ne peut pas être vendeur. Si vous voulez vendre, il faut qu'il y ait des acheteurs. Donc, si vous voulez être en situation de surplus commercial, il faut qu'il y ait d'autres pays qui acceptent d'être en situation de déficit commercial. Donc, quand le FMI et la Banque mondiale disent il faut tous exporter, être compétitif, mais voilà, en fait, ce n'est pas un modèle que tout le monde peut suivre. Et donc, pour les pays en développement qui ont des déficits extérieurs structurels, comme par exemple le Sénégal, si on leur dit qu'il faut maintenir le budget à l'équilibre, ça veut dire que ces pays vont être fortement dépendants de la finance internationale, c'est-à-dire des investissements étrangers, de la dette en monnaie étrangère, etc. Vous prenez le cas des pays qui utilisent le CFA en Afrique de l'Ouest, à part la Côte d'Ivoire, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'endettement en monnaie internationale. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Et donc ça, bon, on sait que bon, quand vous avez votre modèle de développement qui est basé sur la finance internationale, basé principalement sur la finance internationale, en fait, la seule condition pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut que ce soit comme une pyramide de Ponzi. Au Sénégal, on appelle ça Sulbuki. C'est-à-dire que vous empruntez de l'argent pour payer en fait la dette, le service sur la dette en cours. Et donc, quand vous dépendez de la finance internationale, bon, c'est ça qui se passe. Et donc, il y a une citation très intéressante de Kregel, qui est un compagnon de route de la MIT. En fait, il disait qu'aucun dispositif de ce type dans l'histoire n'a jamais réussi. Ils sont voués à l'échec. Donc, il parle des pyramides de Ponzi, donc une stratégie de développement basée sur la finance internationale. Aucun dispositif de ce type dans l'histoire n'a jamais réussi. Ils sont voués à l'échec à terme en raison de la taille croissante de l'encours de la dette nette de l'opérateur dispositif. D'autre part, si le taux d'intérêt sur les prêts à l'étranger est supérieur au taux d'augmentation des prêts à l'étranger, alors le système est absolument instable et ne peut pas être soutenu même à court terme. Et donc, c'est ce qui explique les crises de la dette périodique dans les pays du Sud. Et donc, le résumé de ce que je viens de dire, dans quelle mesure la MMT nous permet de clarifier les options de développement? Premièrement, les pays périphériques n'ont pas de contraintes financières dans leur propre devise, mais une contrainte de ressources à côté des contraintes juridico-politiques que ces pays peuvent s'imposer eux-mêmes et qui ne sont pas forcément nécessaires. Deuxièmement, une politique d'équilibre budgétaire n'est pas nécessairement souhaitable. Les pays ayant d'importants excédents extérieurs peuvent se le permettre, bien qu'il s'agisse d'une stratégie économiquement coûteuse parce que vous transférez des ressources nettes vers l'extérieur. Troisièmement, la croissance tirée par les exportations ne peut pas être universalisée en tant que modèle. On ne peut pas tous être exportateurs nets sur le plan commercial. Et enfin, une politique d'équilibre budgétaire pour les pays présentant des déficits extérieurs structurels
rend leur développement dépendant des aléas de la finance internationale. Donc, ça, c'est des options claires, je veux dire, pour lesquelles, bon, il n'y a pas de controverse. Et donc, à partir de ce diagnostic, qu'est-ce que la MMT pourrait recommander aux pays en développement, aux pays africains en particulier? Et donc, il faut un modèle de développement autocentré. Et donc, les pays périphériques, il faut le rappeler, n'ont pas de contraintes financières pour des projets qui requièrent essentiellement des ressources technico-matérielles disponibles localement ou pouvant être développées sur place. Donc, il n'y a pas de contraintes financières pour des projets qui requièrent des ressources technico-matérielles disponibles localement ou pouvant l'être. Et donc, ces pays périphériques font face à une contrainte extérieure. Ivan en a parlé. Mais cette contrainte extérieure, c'est d'abord une contrainte de ressources réelles. C'est-à-dire que c'est une contrainte de ressources réelles qui s'exprime sous une forme financière dans la mesure où elles sont acquises en devises étrangères. Si vous avez des dollars et des euros, mais c'est pour avoir accès à des équipements, à des technologies, à des expertises données. Et donc, la contrainte extérieure s'exprime sous une forme financière, mais c'est avant tout des ressources réelles que vous n'avez pas chez vous que vous cherchez. C'est pourquoi vous vous endettez ou c'est pourquoi vous attirez les investisseurs étrangers. Donc, partant de là, bon, la MMT nous dit que les pays périphériques pourront aspirer à une plus grande marge de manœuvre domestique et à une plus grande stabilité extérieure si leur développement est basé principalement sur les ressources qu'ils contrôlent ou peuvent développer. Parce que pour ces ressources-là, vous n'avez pas besoin de vous endetter en monnaie étrangère. Et ça, c'est important. Et donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire concrètement? Donc, 3 pistes peuvent être, disons, identifiées. La première piste porte sur des réformes fiscales, monétaires et bancaires pour accroître le degré de souveraineté monétaire. Donc, dans la MMT, personne ne dit que, bon, le Sénégal a la même possibilité que les États-Unis. La souveraineté monétaire est un continuum. Donc, il y a des pays qui ont beaucoup de souveraineté monétaire et il y en a des pays qui en ont peu et il y en a des pays qui n'en ont pas du tout. Les pays qui sont dans une union monétaire, comme les pays qui utilisent le CFA, les pays qui sont dans la zone euro, n'ont pas du tout de souveraineté monétaire. Les pays, en fait, comme l'Équateur, dont la monnaie est le dollar, n'ont pas du tout de souveraineté monétaire. Mais la plupart des pays sont dans une situation intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils ont une souveraineté monétaire moyenne. Et donc, ce qu'il faut donc, c'est mettre en place des réformes pour augmenter le degré de souveraineté monétaire. Et donc, on peut mettre en place des banques publiques, des banques de développement pour financer les PME, PMI, l'agriculture, l'artisanat, le secteur informel, pour toucher toute la population. Parce que les grandes banques, généralement, ne financent pas, disons, les PME, PMI, l'agriculture, etc. Il faut éviter de s'endetter en devises étrangères pour financer des projets qui requièrent des ressources technico-matérielles qui sont disponibles sur place pour pouvoir être développés localement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous donne, par exemple, 1 million d'euros, mais ces 1 million d'euros ne peuvent pas financer des projets qui requièrent des ressources qui sont toutes disponibles sur place. Parce que ces 1 million d'euros ne viennent pas chez vous, ils sont dans une banque européenne quelque part. Et donc, on va créditer la contrepartie dans votre monnaie, par exemple en CFA. Par exemple, pour le tutélaire, c'est 1 million d'euros, si c'est l'État. Et donc, quand l'État dépense pour des projets qui requièrent des ressources sur place, il les fait en CFA. Parce que les étrangers n'ont pas la possibilité de créer des CFA. Si vous êtes en Gambie, personne ne peut créer des Dalassi, à part les autorités gambiennes. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, même si on vous donne des recettes, des ressources financières extérieures, on va les convertir dans votre propre devise. Et la conversion dans votre propre devise, c'est une prérogative souveraine. Personne ne le peut, à part les autorités du pays. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça veut dire que quand on donne, par exemple, 1 million d'euros, donc ces 1 million d'euros vont vous servir peut-être à payer des importations ou payer votre dette, mais ce n'est pas ça qui permet de financer les projets qui requièrent juste des ressources sur place. Si vous voulez, par exemple, acheter des, je veux dire, un train express régional, etc., évidemment, vous pouvez prendre ces 1 million d'euros pour acheter cela. Ça ne se paie pas en francs CFA. Mais si vous voulez mettre en place une école basée sur les ressources qui sont disponibles localement, vous n'avez pas besoin d'1 euro de l'extérieur. Ça, c'est sûr. Mais à la limite, ce que le 1 million d'euros permet, c'est que si votre projet doit impliquer des importations, donc ce 1 million d'euros va être utilisé pour ces importations-là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. À chaque fois qu'on vous dit on vous donne 1 million d'euros, 1 million de dollars, ils ne sont pas sur place, ils sont dans des banques étrangères. Et donc, on vous dit qu'est-ce que vous voulez en faire? Si c'est pour des dépenses domestiques qui ne requièrent que les ressources domestiques, vous n'avez pas besoin de cet argent-là au départ, sauf pour couvrir les importations en fait, qui seraient associées à ce projet-là.
Un autre axe aussi, c'est la coopération entre les trésors publics et les banques centrales pour réduire le coût de l'endettement souverain dans la devise nationale. Parce qu'en fait, le coût de l'endettement souverain, c'est une variable politique. Ce ne sont pas les marchés qui déterminent. C'est la banque centrale qui détermine. La banque centrale a une puissance de feu. Donc, quand la banque centrale décide, quel va être le taux d'intérêt, les marchés n'y peuvent rien. Et ça, l'exemple des pays développés l'a montré. Et donc, les pays en développement aussi, les banques centrales peuvent coopérer avec les États pour réduire le coût de l'endettement souverain. Et pour que ça soit soutenable, il faut que le coût de l'endettement souverain soit inférieur au taux de croissance. Et généralement, dans la période des 30 glorieuses, si vous regardez dans la plupart des pays où ça a marché, vous voyez très bien que la croissance a été toujours supérieure à, disons, au coût de l'endettement souverain. Et quand c'est le contraire, c'est pathologique et ce n'est pas soutenable. Et il faut aussi ce qu'on appelle le credit guidance, c'est-à-dire le management du crédit. Donc, vous ne pouvez pas espérer vous développer si l'État n'a pas le contrôle du secteur bancaire et financier. Pour l'allocation de l'épargne, mais aussi où est-ce qu'on met le crédit qui a été créé. Donc, si vous regardez, par exemple, le cas du développement du Japon, le développement fulgurant, mais c'était ça. La Banque centrale participait, disons, à cette credit guidance-là. C'est-à-dire, on créait beaucoup de liquidités pour financer les secteurs porteurs. Et donc, ça également, vous ne pouvez pas vouloir vous développer s'il n'y a pas de, disons, cette coopération entre banque centrale et trésor. Et il faut aussi accroître l'efficacité de la collecte fiscale. Pas parce que les impôts financent les dépenses publiques, mais c'est parce que les impôts sont un outil pour réguler la masse monétaire. Les impôts peuvent avoir d'autres fonctions, lutter contre les inégalités, dissuader certains secteurs, en promouvoir d'autres, mais la collecte fiscale, enfin, accroître son efficacité, ça permet à l'État d'avoir un meilleur contrôle sur la masse monétaire. Et donc, ce qu'il faut aussi, dans une perspective de mobilisation des ressources domestiques, c'est d'augmenter, comme a dit Ivan, les capacités productives locales afin de réduire la contrainte extérieure. Parce que les pays en développement ont une contrainte de ressources réelles. Il y a des expertises qu'on n'a pas, il y a des équipements que nous n'avons pas, etc. Et donc, il faut essayer de financer le maximum de projets en monnaie nationale pour pouvoir se doter de ces capacités-là ou en fait des capacités similaires. Et donc, le troisième axe, bon, qui est aussi spécifique à la MMT, c'est de développer un programme de garantie d'emploi. On parle aussi d'employeur en dernier ressort. En anglais, c'est Employment of Last Resort, PLR. Donc, les gouvernements des pays périphériques peuvent mettre en place un programme qui garantisse un emploi à tous ceux qui souhaitent travailler au niveau de rémunération donnée, donc le salaire minimum. Et donc, ces emplois concerneraient des activités susceptibles d'améliorer les capacités productives et la qualité des services communautaires. Ils donneraient droit à des possibilités de formation professionnelle et à des prestations sociales. Et comme ils contribueraient à augmenter la demande intérieure globale et donc à développer les marchés intérieurs, un tel programme réduirait considérablement la sous-utilisation de la main-d'œuvre et aurait un impact direct sur le niveau de vie des gens. Donc, ce type de programme doit aller de pair avec une optique de souveraineté alimentaire, d'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Parce que quand vous donnez à tout le monde un travail, les gens vont dépenser pour leur consommation. Et donc, si vous n'avez pas de souveraineté alimentaire, ça va créer des importations alimentaires et ça va creuser votre balance commerciale et ça peut avoir en fait un effet sur la stabilité de votre taux de change. Donc, c'est pourquoi quand on est dans les pays du Sud, on peut mettre en place un programme de garantie d'emploi. Il faut aussi veiller, disons, à ses répercussions sur le taux de change et aussi avoir un programme en fait d'autosuffisance, de souveraineté alimentaire qui lui soit associé. Et donc, de mon point de vue, un programme de garantie d'emploi est probablement le meilleur test de la volonté de la communauté internationale de développement d'aider les gouvernements des pays en voie de développement à éradiquer la pauvreté et à s'orienter vers une ère post-carbone. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Donner un emploi à tout le monde, mais d'une certaine manière, comme ça soit, disons, des répercussions, disons, au niveau de la balance des paiements, les partenaires au développement pourraient venir en appoint par rapport à ces dynamiques-là. Donc, si on voulait vraiment éradiquer la pauvreté à travers le monde et aller vers une ère post-carbone, je pense qu'un programme de garantie d'emploi, ce serait le meilleur test en fait, de la volonté des uns et des autres. Donc, en conclusion, je vais essayer de faire le lien entre ce que j'ai dit et ce que j'ai dit il y a une semaine à l'espace Harmattan sur la question du mythe du développement économique. En fait, nous sommes dans un monde soumis à des contraintes écologiques, donc des contraintes de ressources réelles. Donc, les habitants des pays périphériques ne pourront jamais espérer bénéficier des mêmes niveaux de consommation et de gaspillage des ressources que ceux qui vivent dans les pays plus développés, plus centraux. Donc, les pays du Sud, les pays africains en particulier, sont donc obligés de trouver une autre voie pour atteindre une prospérité partagée et écologiquement soutenable.
Pour se diriger vers cette haute voie, Samir Amin avait suggéré une stratégie de déconnexion. Donc, la déconnexion, ce n'est pas l'autarcie, hein, mais c'est plutôt une inversion stratégique de la vision des relations internes-externes en réponse aux exigences inévitablement d'un développement autocentré. Donc, c'est ça la déconnexion. Et de mon point de vue, la vision de la MMT pour les pays en voie de développement s'inscrit parfaitement dans cette perspective. Vous ne pouvez pas vous déconnecter, hein, c'est-à-dire inverser les relations entre internes et externes sans une approche à la MMT. Donc, merci beaucoup de votre attention.